Bonjour. Alors, dans cette nouvelle leçon consacrée à la Troisième République, nous allons voir une nouvelle loi qui va être mise en place par ce nouveau régime. Cette loi, elle a eu un impact clair pour le coup à Vigneux-sur-Seine. Là, effectivement, pour le coup, nous sommes. Par exemple, sur cette carte postale, on voit effectivement là pour le coup l'école de Vigneux-sur-Seine qui se trouvait au niveau de la mairie. Elle faisait à la fois effectivement mairie et école en même temps. Et donc ce qui se passe, c'est que là, elle existe à partir de 1880 et puis effectivement donc après, quand il y a eu de plus en plus d'élèves, on a même carrément construit une deuxième école primaire, mais celle-ci, elle était réservée plutôt pour les filles et donc là, pour le coup, c'était l'école Pasteur, qui se trouve à côté, du lac Montalbot. Ce qui se passe en fait, c'est que si ces lois ont été mises en place, c'est parce qu'en fait, il y a tout simplement donc quelqu'un qui a décidé qu'il fallait donc justement en fait, créer, l'école, mais qui soit obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 13 ans et ça, c'était entre, 1881 et 1882. Enfin, c'est ici, là, pour le coup, surtout 1881. Mais effectivement, pour le coup, en 1882, il va aussi effectivement décider de mettre une deuxième chose, effectivement, donc là, pour le coup, concernant l'école. Ça sera l'école désormais qui sera aussi laïque. C'est-à-dire qu'elle sera neutre par rapport aux religions. Donc là, par exemple, justement, là, ce qui se passe, c'est que cette gravure, elle montre justement, là pour le coup, donc des officiers municipaux qui sont en train de détacher une croix d'une école. Mais c'était une école, donc en fait, catholique, parce qu'à l'époque, effectivement, avant que l'école soit obligatoire, bah, elles étaient pour principalement, effectivement, pour le coup, des écoles religieuses. Et donc justement, en fait, là, on est en train de l'enlever pour effectivement dire, bah, désormais cette école elle sera publique et donc on enlève la croix, on enlève effectivement là pour le coup aussi, les religieuses que l'on voit ici qui étaient les professeurs. Bref, et là, pour le coup, on enlève tout ce qui est côté religieux pour justement donc en fait, ne faire qu'une école ouverte à tous, quelle que soit leur religion et surtout effectivement pour le coup, il n'y a pas de place pour la religion. Comment expliquer ça? On va effectivement par exemple prendre là un exemple de discours du député, Paul Bert à l'assemblée effectivement donc de la Chambre des députés, qui va expliquer justement en fait pourquoi ils veulent rendre l'école laïque. Dans son discours, il dit la chose suivante: «Il y a d'abord la laïcité des programmes ou la suppression de l'enseignement religieux dans l'école publique. C'est pourquoi, messieurs, l'article 1er du projet de loi que nous vous soumettons aujourd'hui est ainsi conçu. L'instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles primaires publiques des divers ordres, qu'ils soient donc en fait catholiques, protestants, juifs, etc. Elle sera facultative dans les écoles privées.» Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas qu'on interdit l'enseignement religieux aux enfants, c'est juste que là, désormais, ça ne devra plus se faire à l'école, ça sera forcément en dehors de l'école. C'est pour ça bien souvent qu'à l'époque, le jour où on n'avait pas cours, c'était le jeudi et ben les enfants allaient, pour beaucoup par exemple au catéchisme, le jeudi, à l'église, pour recevoir effectivement leur enseignement religieux. Mais à l'école, pour le coup, c'était concentré sur les cours, classiques, français, mathématiques, histoire géo, et cetera. Il continue son discours en disant: «Il nous a paru indispensable d'affirmer aux pères de famille que rien ne sera enseigné dans cette école qui puisse porter atteinte à la liberté de conscience de son enfant et à la sienne propre. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de conserver ses convictions religieuses.» Comment explique-t-il ça? Il va donner un exemple concret. Comment pourrait-on condamner un père de famille qui vous dirait: «Je ne veux pas, moi, protestant, donc chrétien protestant, envoyer mon enfant à l'école catholique, la seule qui existe dans ma commune, je ne le veux pas, parce que là, on lui donnerait l'enseignement catholique. Je ne le veux pas non plus, moi, juif, parce qu'on lui donnerait un enseignement chrétien. Enfin, je ne le veux pas, moi, classé comme catholique, qui n'ai eu cependant de rapport avec la religion catholique qu'au premier jour de ma naissance, alors qu'on m'a porté sur les fonds baptismaux.» Ça veut dire en fait qu'il est devenu catholique juste parce qu'en fait on l'a baptisé. Mais après, il n'a pas suivi, effectivement, pour le coup, nos formations religieuses. Je ne le veux pas, qu'on donne à mon enfant l'enseignement catholique. Donc en fait, il est en train de dire: «Pour protéger mon enfant d'une influence religieuse différente de celle d'origine de sa famille, bah, on ne veut pas qu'on étudie la religion à l'école, tout simplement.» Donc ça, en fait, alors pour le coup, ça permettrait donc justement, en fait, de faire respecter la liberté de conscience religieuse des enfants quand on met en place une école laïque. Quel en est le résultat?
Eh bien, tout d'abord, ça va permettre une formidable, comment dire? Progression du taux d'alphabétisation, autrement dit de, la proportion de personnes qui sait lire et écrire. Par exemple, 20 ans avant la loi, en 1960, il y avait à peu près 40 des femmes et seulement 60 des hommes qui savaient lire et écrire. Eh bien, faites là, pour le coup, 20 ans, enfin, pardon, 10 ans après la loi, on en est à 100. Donc ça montre bien que là, pour le coup, ça a permis un énorme progrès. C'est effectivement là, pour le coup, donc l'occasion pour les populations de pouvoir plus facilement accéder à des métiers mieux rémunérés, parce qu'ils sont mieux formés. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, par contre, si effectivement donc tout le monde a appris à lire et à écrire, il y a quand même de grosses inégalités entre les filles et les garçons. Par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on voit que pour ceux qui vont au lycée, eh bien effectivement, dans ce cas, donc il y avait seulement 25 000 lycéens en 1887, dont seulement 10 de filles. En 1914, ça a beaucoup augmenté parce que là, désormais, on a plus de 135 000 élèves au lycée, donc c'est quand même 4 fois plus. Mais ce qui se passe, c'est que là, par contre, enfin 4 ou 5 fois plus, on va dire. C'est que là, par contre, la proportion de filles reste minoritaire à 26%. Alors pourquoi effectivement une telle différence? Il y a deux raisons. Si l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, aussi bien pour les filles que les garçons, la majorité va quand même s'arrêter dans leurs études et ils vont commencer tout de suite à travailler. Donc, par exemple, pour faire ouvrier dans les mines ou dans les usines, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que l'inégalité entre les filles et les garçons, c'est que notamment, effectivement, dans ce cas-là, les femmes, elles vont moins rentrer sur le marché du travail, bien souvent à cause tout simplement de la maternité, le fait qu'elles aient fondé une famille et fait des enfants. Les familles de l'époque vont souvent demander aux femmes de rester à la maison pour s'occuper du foyer, des enfants, etc., etc. Donc résultat, il y a plein de parents qui disent, «Bon, bah, tu as fait l'école gratuite obligatoire, jusqu'à l'âge de 13 ans. Maintenant, en fait, pour le coup, pour le lycée, c'est payant. Donc résultat, on va pas te payer le lycée. Si c'est le but, de toute façon, c'est que tu abandonnes le travail, quoi qu'il arrive, dès que tu te maries». Donc déjà, rien que ça, il y a quand même un petit frein. Autre forme d'inégalité entre filles et garçons à l'époque, ça va être effectivement là, pour le coup, les cours qui sont effectivement concernés par effectivement les enseignements. Si effectivement là, dans ce cas-là, oula, c'est pas la bonne page que j'avais, mais bon, tant pis. Ouais. Bon. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves ont des cours communs, donc l'histoire, la géographie, le français, les mathématiques, etc., etc. Par contre, il y a aussi des cours différents. Donc, par exemple, les garçons, on va leur apprendre des cours militaires, à savoir, comme on le voit sur cette image, sur cette photographie, là, justement, d'apprendre à tirer avec un fusil. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de préparer de futurs citoyens à devenir des soldats dans l'optique de prendre sa revanche contre l'Allemagne, qui avait donc justement pris l'Alsace et la Lorraine durant la défaite de 1870. Bon, ça va pas durer éternellement, parce qu'en fait, ça coûte extrêmement cher à faire, parce que les communes doivent à chaque fois acheter des armes, de la poudre, des munitions, c'est quand même un sacré budget. Et puis, pour le coup, en plus, question de sécurité, bah, c'est des enfants quand même, hein, donc des armes à la main, des accidents sont vite arrivés. On va donc effectivement arrêter ça dès 1883. Par contre, on va effectivement pour le coup vraiment former après donc des citoyens militaires, soldats, avec l'établissement du service militaire obligatoire pour tous les hommes. Ce sera un service militaire de 3 ans à l'époque, et c'est ce qui va justement préparer aussi la Première Guerre mondiale que vous verrez l'année prochaine. Pour les filles, on va pas leur demander d'être des soldates, donc elles, on va leur apprendre, par exemple, à l'école, à coudre. Il y a des cours de couture, c'est pour apprendre à être une future mère de famille et de savoir s'occuper de son foyer. Ces cours, effectivement, vont durer beaucoup plus longtemps, ils disparaîtront seulement en 1969. Donc, vous voyez, effectivement, là, pour le coup, quand même la différence. Est-ce que ça veut dire que les filles et les garçons, là, pour le coup, sont inexorablement, pour le coup, effectivement, dans ce cas, donc, traités différemment? Oui, bien sûr, il y a quand même des exceptions. Parmi les grandes exceptions, il y a par exemple Marie Curie. C'était une Polonaise qui, effectivement, là, pour le coup, vivait dans un territoire qui était à ce moment-là occupé par les Russes, il me semble. Ou alors c'était l'Allemagne, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, dans ce pays-là, elle ne pouvait pas poursuivre ses études parce que c'était interdit. Donc, résultat, en fait, elle a décidé de partir en France pour, en fait, en ce cas, donc, faire des études universitaires.
Et ce lui a très bien réussi parce que, bah, pour le coup, elle est devenue une grande scientifique. Elle a reçu des prix Nobel en chimie et en physique, ce qui est assez exceptionnel. Déjà, que ce soit une femme qui en ait reçu, qu'on ait reçu, et en plus qu'elle en ait reçu 2, c'est énorme. Et donc justement, en fait, ça va faire d'elle quelqu'un de très renommé, mais effectivement quelqu'un de très unique aussi, parce que par exemple, quand on voit cette photographie qui réunit donc des grands scientifiques de l'époque en physique et en chimie, il y a qu'une femme, c'est elle, c'est Marie Curie. Alors que, bah, tout le reste de l'assemblée, ce sont effectivement donc, des hommes. Ça change effectivement grandement. Alors qu'est-ce qu'elle a travaillé et sur quoi effectivement donc en fait elle a travaillé? Donc justement en fait sur la découverte en fait de nouveaux éléments, atomiques, le radium et le polonium. Et ça va lui permettre donc de découvrir la radioactivité, qui vont effectivement avoir des usages effectivement pratiques, très rapides, hein, notamment sur, la création des radiographies qui permettent donc tout simplement de faire des photographies de l'intérieur du corps parce qu'en fait les rayons atomiques vont traverser pour le coup la peau pour effectivement voir à l'intérieur. Et puis effectivement ça va te permettre aussi de travailler sur les radiothérapies pour lutter contre les cancers, qui sont en fait des maladies qui se développent dans le corps après donc, des cellules qui, se meurent mais qui pour le coup se propagent. Après la question serait, mais pourquoi fait dans ce cas donc en fait, la Troisième République a mis en place l'école obligatoire, gratuite et laïque? Eh bien tout simplement pour des raisons politiques. Ce qui se passe, c'est qu'au début de la Troisième République, les gens ont quand même plutôt voté en très grande majorité pour, comme on voit sur cette carte-là, des légitimistes et des orléanistes. Alors ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire des royalistes. Autrement dit, ils voulaient le retour à la monarchie. Ou éventuellement même à un empire pour ceux effectivement qui voulaient plutôt des bonapartistes. Ceux qui soutenaient donc en fait les républicains, qui voulaient donc une troisième république, sont quand même minoritaires. Pour justement en fait fidéliser la population à des nouveaux idéaux républicains, ben donc justement en fait ils ont formé une nouvelle génération avec l'école de Jules Ferry. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça a très bien marché parce que, bah, pour le coup, en 1914, donc 25 ans plus tard, bah, désormais plus personne ne vote pour des monarchistes, plus personne ne vote pour des gens qui veulent remettre en place un royaume ou un empire. Donc là, enfin, pour le coup, c'est vraiment fait dans ce cas comme ça que, on a consolidé la Troisième République. Et c'est pour ça qu'elle a duré très longtemps d'ailleurs justement, parce que, bah, pour le coup, elle a pu, dans ce cas-là, en fait, durer, 3-4 fois plus longtemps que les régimes politiques qu'on a connus au XIXe siècle, qu'on a vus auparavant. Quoi qu'il en soit, si je résume cette leçon, ça dirait la chose suivante: les lois de Jules Ferry, effectivement, pour le coup, elles sont faites en France entre 1880 et 1882. C'est le ministre de l'Instruction publique, c'est-à-dire en fait, on dirait aujourd'hui l'Éducation nationale, donc qui s'appelle Jules Ferry, qui va donc justement en fait, avec ses députés, faire une loi, enfin plutôt même des lois qui vont rendre l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans. L'objectif, c'est vraiment effectivement de faire diminuer le nombre de personnes qui soutiennent le monarchisme. Et effectivement là pour le coup ça marche parce que justement donc à la fin les gens ne votent plus monarchistes, ils votent effectivement pour des républicains. C'est comme ça qu'elle est consolidée cette troisième république. Je vais vous demander là maintenant donc de faire quelques questions flashcards pour voir si vous avez compris effectivement donc, la leçon. Je vais dans ce cas vous demander effectivement d'y répondre. Vous allez faire une pause le temps que vous y répondiez, puis effectivement dans ce cas donc vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, on fait une petite pause. Allez, on imagine que là maintenant vous avez terminé pour le coup de faire vos questions-réponses, on passe à la correction. Donc autrement dit, la première question c'était dans quelles années datent, les lois scolaires de Jules Ferry? Donc elles datent de 1881 et 1882. Qui était Jules Ferry? Donc c'était le ministre de l'Instruction publique. Que devient l'école avec les lois scolaires de Jules Ferry? Donc l'école, elle devient 3 choses: obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants de 6 à 13 ans. La question 4, c'était pourquoi sont votées les lois scolaires de Jules Ferry? Eh bien, les républicains veulent diminuer l'influence de l'Église dans la société, qui soutiennent les monarchistes. Et donc question numéro 5, quelles sont les conséquences des lois scolaires de Jules Ferry? Eh bien, l'influence des monarchistes, elle diminue jusqu'à devenir complètement négligeable en 1914. Voilà, donc merci pour cette leçon et rendez-vous à la prochaine.